Bonjour. Dans notre monde tout numérique, on vit tous, d'une certaine manière, dans des forteresses de données. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment elles sont construites? Aujourd'hui, on va regarder de plus près les plans, les matériaux, bref, tout ce qui fait qu'elles tiennent debout. Au fond, la question est assez simple. Comment fait-on pour protéger ce qui compte le plus pour nous face à des menaces qu'on ne voit même pas? Et ça, qu'on soit un expert en la matière ou un simple utilisateur, c'est devenu absolument vital de comprendre les bases. C'est un peu la mission qu'on se donne aujourd'hui. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par les fondations, les principes de base. Ensuite, on dessinera le plan de bataille. Puis, on verra qui contrôle les portes, comment on construit des murs de défense en plusieurs couches, et enfin, qui sont les gardiens de cette fameuse forteresse. Allez, on commence par le commencement, les lois du domaine. Avant même de poser la première pierre, il faut comprendre qu'il y a des règles du jeu, des règles non négociables sur lesquelles repose absolument toute la sécurité de l'information. En fait, tout repose sur 3 piliers. C'est la fameuse triade CIA: confidentialité, intégrité et disponibilité. Pour bien comprendre, on peut prendre l'exemple d'un dossier médical. Il doit être confidentiel, seul le personnel soignant y accède. Il doit être intègre, les informations doivent être exactes, pas modifiées par erreur. Et enfin, il doit être disponible, accessible immédiatement en cas d'urgence. Voilà, ce sont les 3 grands objectifs. Et à ces 3 piliers, on en ajoute souvent un quatrième, tout aussi crucial, la non-répudiation. Le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée est simple. Ça veut dire qu'il est impossible de nier avoir fait quelque chose. C'est la signature numérique qui garantit que chaque action est tracée et que l'on sait qui en est l'auteur, sans contestation possible. Bon, maintenant qu'on a les principes, il faut une stratégie pour les appliquer. Avoir des principes, c'est bien, mais sans plan d'action, ça ne mène pas loin. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le cadre de cybersécurité, notre plan de bataille. Ce cadre, il faut l'imaginer comme une boucle, un cycle qui tourne en permanence en 5 étapes. D'abord, on identifie ce qu'on doit protéger et les risques associés. Ensuite, on protège tout ça. Puis, on détecte la moindre activité suspecte. Si une menace est là, on répond pour la neutraliser. Et enfin, on récupère pour revenir à la normale. Et la boucle recommence, parce que les menaces, elles, n'attendent pas. C'est une bonne chose d'avoir un plan idéal. Mais comment savoir où l'on se situe, concrètement? Comment on fait pour mesurer la distance entre notre forteresse actuelle et celle qu'on vise? Eh bien, pour ça, il y a un outil, l'analyse des écarts. Jetons un œil à cet exemple. Pour la fonction protéger, on voit qu'on a 8 contrôles en place sur les 16 nécessaires. Il y a donc un écart. Et les niveaux de risque, juste à côté, nous montrent où ça fait le plus mal. Ici, la gestion des accès et la sécurité des données, c'est du 9 sur 10 sans risque. C'est une alerte rouge. Du coup, l'objectif de rémédiation, c'est T1, premier trimestre. C'est un outil très puissant pour savoir exactement où concentrer les efforts. Maintenant, intéressons-nous aux portes de notre forteresse. Le contrôle d'accès, c'est ni plus ni moins le système qui décide qui reçoit les clés et surtout ce que ces clés permettent d'ouvrir. Ce processus est assez logique et se fait en 4 temps. D'abord, l'identification. On crée un compte, un nom d'utilisateur, c'est le « qui suis-je ». Ensuite, l'authentification. Il faut prouver son identité, souvent avec un mot de passe, c'est l'étape « prouve-le ». Une fois à l'intérieur, vient l'autorisation. Qu'est-ce que ce compte a le droit de faire? Et enfin, la comptabilité ou la traçabilité, le système enregistre toutes les actions. Une bonne forteresse n'a jamais un seul mur. Pour la sécurité numérique, c'est exactement la même chose. On parle de défense en profondeur, c'est-à-dire un système avec plusieurs couches de protection. Ces couches, ce sont les contrôles de sécurité, nos murs, nos douves et nos alarmes. On peut classer ces défenses en 4 grandes familles. Il y a les contrôles managériaux, c'est la stratégie, les règles du vieux. Les contrôles opérationnels, eux, sont mis en place par des gens, comme la formation du personnel. Les contrôles techniques, c'est la technologie qui travaille, les pare-feux, les antivirus. Et enfin, les contrôles physiques, les plus concrets, les serrures, les caméras de surveillance. Ce qui est intéressant, c'est que leur rôle change en fonction du moment. Avant une attaque, on a les contrôles préventifs. Leur but, empêcher l'attaque d'arriver. Pendant l'attaque, si elle a quand même lieu, les contrôles détectifs prennent le relais. C'est l'alarme qui sonne. Et après l'attaque, les contrôles correctifs entrent en jeu pour réparer les dégâts et s'assurer que ça ne se reproduise pas. Et on peut aussi mentionner 2 autres types. Un contrôle dissuasif, comme un panneau « Attention, site sous surveillance », ça cherche à décourager. Et un contrôle directif, ça impose une règle stricte, comme une politique de mot de passe obligatoire. Chaque contrôle a vraiment son rôle à jouer. On peut construire la meilleure forteresse du monde, mais si personne ne la gère et ne la défend, elle ne sert à rien. On arrive donc à l'élément le plus critique, les équipes, les gens. En fait, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Il y a le chef d'orchestre, le RSSI, qui dirige la stratégie. Les managers la déploient dans leurs équipes.
Le personnel technique met les mains dans le cambouis. Mais même le personnel non technique est en première ligne, ne serait-ce qu'en respectant les règles de base. Et tout en haut, bien sûr, c'est la direction qui porte la responsabilité finale. Et pour gérer tout ça au quotidien, il y a des unités spécialisées. Le SOC, c'est un peu la tour de contrôle. Il surveille les menaces 24 heures sur 24. Les équipes DevSecOps, elles, intègrent la sécurité dès la conception des logiciels. Et le CIRT, c'est l'équipe d'intervention d'urgence, ce qu'on déploie en cas de crise. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est que la sécurité n'est pas un produit qu'on achète ou un état qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est un processus continu, une vigilance de tous les instants. La question n'est jamais « sommes-nous en sécurité ?», mais plutôt « sommes-nous prêts à faire face à la prochaine menace ?» C'est ça qui fait toute la